Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'aime bien parler des femmes et de la religion, de la place des femmes dans les différentes religions. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la première femme rabbin. Regina Jonas est née le 3 août 1902 à Berlin. Ses parents se nomment Sarah et Wolf et elle a un frère de 2 ans son aîné, Abraham. C'est une famille plutôt pauvre. Son père est enregistré comme businessman, homme d'affaires, mais on ne sait pas très bien ce qu'il faisait. Il peut aussi avoir été un petit marchand ambulant. En tout cas, la famille déménage régulièrement. La famille habite le Schönenviertel, le quartier juif, qui est aussi un quartier populaire. En revanche, à l'époque, le judaïsme allemand, et plus précisément le judaïsme berlinois, est en effervescence. Il y a des synagogues privées, des lieux de prière privés. Il y a aussi une forte communauté yiddish venue d'Europe de l'Est qui a fui les persécutions dans la Russie tsariste. Regina, elle n'est pas d'origine immigrée, elle est allemande. En 1913, il y a un événement marquant. Son père décède. La famille est très pauvre, mais sa mère reçoit des aides sociales qui leur permettent une certaine stabilité. Pendant la Première Guerre mondiale, Regina est scolarisée dans une école juive pour filles. Elle excelle en cours de religion, en cours d'hébreu et en cours d'histoire juive, mais elle a des notes plutôt moyennes dans les autres matières. Dans une interview, sa mère dit que déjà toute petite, Regina se comportait comme un ministre et elle aimait bien commander ses camarades. Regina déclare même que quand elle sera grande, elle sera rabbin. En 1921, après avoir fini l'école, Regina suit des cours pour être institutrice. Ses professeurs reconnaissent qu'elle est une bonne pédagogue, mais elle a plutôt des mauvaises notes. En 1924, elle intègre la Wissenschaft des Judentum, l'Académie des sciences du judaïsme. Donc c'est une sorte d'école de théologie juive, mais plutôt libérale. À la même époque, son frère Abraham est déjà professeur de religion dans une école juive pour garçons. Regina devient donc elle aussi professeure de religion. Elle est novatrice, elle veut vraiment rendre son cours vivant. Pour la fête d'Hanouka, elle écrit une pièce de théâtre, Les perles du judaïsme, qui met en scène 6 scènes de fêtes juives. Elle est décrite comme une belle femme, mais son style vestimentaire est jugé excentrique et parfois même négligé. Elle arrive en retard en cours, elle mange son sandwich ou sa pomme pendant les heures de cours. En 1930, à la fin de ses études, elle doit rendre un traité halachique. Donc la halacha, c'est l'ensemble des lois juives qui régissent le comportement que doivent avoir les juifs. Et comme mémoire, elle rend un texte intitulé Les femmes peuvent-elles être rabbins? Malheureusement, on n'a pas retrouvé le texte final qu'elle a rendu lors de son examen. On a juste retrouvé un brouillon avec des notes. Dans ce texte, elle s'appuie sur les grandes figures de femmes juives. Elle parle de Sarah, de Myriam, de Déborah. Elle les appelle nos matriarches. Elle fait remarquer que s'il y a des femmes avocates, s'il y a des femmes docteurs, si les femmes peuvent être professeurs et enseigner à des enfants de 6 à 8 ans, alors pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas être rabbins et enseigner dans des synagogues à des adultes de 20 à 80 ans? Elle défend aussi l'idée que les femmes ont une compréhension du monde différente des hommes. Elles n'ont pas le même rapport à la jeunesse et elles peuvent aussi avoir leurs propres expériences à apporter. Elle dit aussi que enseigner le judaïsme aux jeunes filles, ça va renforcer leur amour de la religion. Enfin, elle dit aussi que Dieu appelle tout le monde, hommes comme femmes. Les hommes et les femmes ont les mêmes obligations, ils doivent prier, ils doivent lire la Torah. Cependant, Regina ne serait sans doute pas considérée comme féministe selon les standards actuels. Elle reste quand même plutôt conservatrice. Pour elle, une femme rabbin doit bien s'habiller,
doit se couvrir les cheveux. Elle défend même l'idée que les femmes rabbins ne doivent pas se marier et doivent rester chastes pour montrer l'exemple à leur communauté. En fait, elle essaye de créer des ponts et de faire un lien entre les différentes communautés juives, que ce soit les communautés libérales ou les communautés orthodoxes. Dieu a créé le monde avec deux sexes, et le monde ne peut pas continuer à être supporté uniquement par un seul sexe. Dans son cercle privé, la femme a toujours été servante de Dieu. Mais notre époque demande qu'elle le serve aussi dans sa vie publique. Elle devait passer un examen oral avec son mentor, le rabbin Édouard Bannett, mais Édouard Bannett décède subitement et il est remplacé par un rabbin plus conservateur. Regina doit donc attendre 5 ans pour pouvoir passer son examen oral. Elle le passe et le 27 décembre 1935, elle est ordonnée rabbin par le rabbin libéral Max Dienermann. Elle préfère être appelée Mademoiselle le rabbin plutôt que Madame la rabbine parce que rabbine, ça lui fait penser à l'épouse d'un rabbin. Elle est particulièrement reconnue pour ses qualités oratoires et ses profondes connaissances. Dans sa synagogue, elle anime la Havdalah, la prière du soir de Shabbat, pendant le deuxième office. Donc il y avait un premier office avec un rabbin homme, sans doute pour ne pas froisser les plus conservateurs, et un deuxième office où c'était Regina qui dirigeait l'office. Mais Regina reste attachée aux rites traditionnels. Par exemple, elle ne veut pas qu'on joue de l'orgue dans la synagogue. Elle participe aussi à divers événements avec des associations de femmes. Elle anime des conférences sur les femmes dans la Bible et le Talmud, mais aussi des conférences plus générales sur le judaïsme. Parmi ses motivations pour être rabbin, elle cite d'abord l'appel divin, l'appel de Dieu, mais aussi l'amour des gens, l'amour des siens, l'amour de son peuple. En 1937, elle est officiellement employée par la communauté juive de Berlin. Elle est aumônière dans les hôpitaux et dans les prisons. Elle donne des conseils lors des funérailles ou des bar mitzvahs, mais elle n'est pas autorisée à diriger un office devant une grande synagogue. Elle n'a pas le droit non plus de prendre des décisions juridiques pour un mariage ou pour un divorce. Du 9 au 10 novembre 1938 a lieu la Nuit de Cristal, cette nuit où les nazis commencent à massacrer des juifs. Regina aurait très bien pu partir vivre aux États-Unis, avoir une carrière aux États-Unis, mais elle a choisi de rester à Berlin, de rester auprès des siens, de rester auprès de cette communauté qui, selon elle, avait davantage besoin d'aide. Et comme beaucoup de rabbins berlinois, elle n'est pas partie. Elle devait aussi s'occuper de sa mère qui était âgée et malade et c'était compliqué de voyager. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle elle n'est pas partie. En 1939, elle rencontre l'homme qui va être l'amour de sa vie, le rabbin Joseph Norden de Hambourg. Elle a à peine 37 ans et lui en a déjà 69. Il est déjà veuf. Pourtant, les deux vont avoir une relation surtout par correspondance. Il lui écrit des poèmes d'amour, il lui dit « Quelle honte, si j'avais 30 ans de moins, je vous épouserais ». Selon Elisa Klapek, la biographe de Regina, Regina cherchait surtout une figure paternelle, elle qui avait dû se construire sans son père. En 1942, Regina rassemble ses textes, ses documents et les remet à la communauté juive de Berlin pour les protéger. Le 10 octobre de la même année a lieu son dernier office. Le 3 novembre, Regina et sa mère doivent remplir une déclaration de biens. Elles doivent noter les biens qu'elles possèdent et ces biens seront confisqués par l'Allemagne nazie. Le 6 novembre, Regina et sa mère sont déportées. Elles sont envoyées au camp de concentration de Theresienstadt, qui est à la fois un camp de concentration et un ghetto. Dès son arrivée, Regina est placée au département de l'hygiène physique. Elle aura pour mission d'accueillir les déportés qui arrivent. Elle fait ce qu'elle peut, elle défend les personnes âgées et les malades. Elle dit que les personnes âgées et les malades ne sont pas inutiles.
que Moïse a reçu les tablettes de tout le peuple d'Israël, même les personnes âgées et les malades. Dans ce camp de concentration, elle continue aussi à animer des offices. Elle rencontre le psychiatre Viktor Frankl, qui sera plus tard auteur de témoignages. Viktor Frankl est tellement bouleversé et ému par le courage de Regina que même des années après avoir été déporté, il arrivera à répéter un de ses discours presque mot par mot. Le 12 octobre 1944, Regina est envoyée à Auschwitz et c'est là qu'elle serait décédée. Pendant de nombreuses années, Regina va être oubliée. En 1972, l'américaine Sally Pressant est ordonnée rabbin. Et pendant un moment, elle est vue comme étant la première femme rabbin. Pendant de longues décennies, Regina sera oubliée. Et pourquoi est-ce qu'elle a été oubliée ? La première raison, c'est parce que les gens qui l'ont connue, qui ont été déportés avec elle, c'était trop douloureux pour eux de se rappeler ces moments de déportation. Et ils ont préféré ne pas en parler, enfuir ce souvenir. On peut penser que si elle a été oubliée, c'est aussi malheureusement à cause du sexisme. En 1998, son texte « Les femmes doivent-elles être rabbins » est redécouvert et publié avec une biographie d'Elisa Klapchek. Cette réédition ne plaît malheureusement pas à tout le monde. Certaines de ses anciennes connaissances sont interviewées. Une de ses anciennes camarades de l'Académie des sciences du judaïsme dit qu'elle était hystérique, qu'elle cherchait juste à se dresser contre les hommes. Un autre de ses anciens camarades remet en question sa légitimité en tant que rabbin. Il dit qu'elle n'était pas rabbin, qu'elle était juste une prédicatrice. Le parcours de Regina nous montre que les femmes juives ont toujours eu un rôle important dans cette communauté. En France, il y a quelques femmes rabbins. On peut citer Delphine Orviller ou Pauline Webb, mais ça reste quelque chose de minoritaire et elles ne sont pas reconnues par le consistoire, qui est un peu l'organisme du judaïsme en France. Et donc il y a encore du chemin à parcourir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo.